Franck Ferrand est avec nous dans ce studio. Bonjour Franck. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. La dernière fois que nous nous sommes parlé à l'antenne, vous étiez à Lunéville. Et oui Sylvie, en effet, nous avons reçu d'ailleurs beaucoup de messages d'encouragement à l'issue de cette émission, des messages destinés aux Lunévillois. J'en profite pour saluer nos amis de là-bas et pour rendre hommage encore une fois au travail incroyable, admirable, qui s'effectue sur l'un des plus grands chantiers patrimoniaux d'Europe. Et aujourd'hui, vous avez choisi de célébrer un anniversaire. Oui, il y aurait beaucoup d'événements à commémorer en ce moment. On parle beaucoup de la révolte des vignerons, vous savez, et de Marcin Aubert en 1907. On a eu l'occasion à ce micro d'en parler tellement que j'ai quelques scrupules à revenir dessus, mais c'est un grand moment. C'est aussi en ce moment le 70e anniversaire du bombardement de Guernica. Nous en parlerons dimanche prochain. Cette semaine, j'ai choisi de mettre en exergue la date du 27 avril, qui nous rappelle le 27 avril 1848 et l'abolition définitive de l'esclavage en France. Vous savez que j'ai plutôt pour habitude dans cette émission de parler de choses un peu légères, amusantes. Nous avons ainsi évoqué depuis quelques semaines Sacha Guitry, la Montansier, le Paris insolite ou l'art des caricaturistes. Aujourd'hui, à l'occasion de cet anniversaire, nous allons plutôt évoquer une page bien sombre de notre histoire nationale et européenne. Pour parler de la traite et de l'esclavage, j'ai invité un spécialiste de la question, Jean-Philippe Omotunde, qui enseigne à l'Institut Africamat. Bonjour Jean-Philippe Omotunde. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venu comme ça pendant ce long week-end. C'est très gentil à vous. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Institut Africamat? On peut peut-être quand même situer ça pour nos auditeurs. Tout à fait. En fait, tout simplement, c'est que pour nous, il est important de vulgariser les humanités classiques africaines, parce que quand vous parlez d'humanité classique africaine, c'est votre grand sujet, il faut le dire. Oui, tout à fait. De quoi s'agit-il déjà peut-être? Alors, c'est-à-dire en fait que vous savez, tout peuple possède des humanités classiques. Par exemple, pour l'Europe, c'est la période gréco-romaine. Vous voyez, donc qui fait que quand on demande à un jeune une référence, ce sont nos sources en fait, nos bases. Ce sont les sources, ce sont les bases. En fait, si vous voulez, c'est l'étude et l'examen de la production intellectuelle de ses ancêtres les plus lointains, pour résumer d'une façon générale. Et c'est vrai que au niveau de l'Afrique, il y a eu l'empire. Déjà, il y a la Nubie qui va donner naissance à l'Égypte ancienne. Donc au sud de l'Égypte. Voilà, au sud de l'Égypte, effectivement. Donc ces Nubiens vont remonter le long de la vallée pour fonder l'empire donc de Kémet, puisque c'est le vrai nom de l'Égypte, puisque ce mot Égypte n'existait pas à l'époque. Il faut savoir que c'est un mot, c'est une appellation qui vient des Grecs, qui désignait essentiellement la région de Memphis. Et vous avez aussi tout le bassin avec Méroué, puisque cette civilisation donc va retourner dans le sud. Donc il y a toute une production intellectuelle. Il y a l'invention de l'écriture, des mathématiques, de l'astronomie, toute une série de connaissances qu'on va retrouver dans l'Afrique d'aujourd'hui, et même au niveau de la Caraïbe. Ces sources-là, vous les répertoriez, vous les étudiez et vous les enseignez donc à l'Institut Africamat. Alors voilà, tout à fait. Alors l'Institut Africamat est un institut que nous avons fondé avec des égyptologues, des historiens, des chercheurs, des économistes. Donc ce sont des gens qui sont enseignants aussi et qui viennent donc entre autres du bassin caribéen, des États-Unis, d'Afrique et de l'Europe. Et donc chacun a son domaine de spécialisation, donc ça nous permet de revenir aussi bien sur l'histoire ancienne, antique de l'Afrique, que sur les problématiques contemporaines. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'histoire de cette traite et de cet esclavage. Nous allons parler de la traite européenne et de toutes ses conséquences, des conséquences qui se prolongent jusqu'à aujourd'hui, bien entendu. Malheureusement, c'est ce qu'on aura l'occasion de voir. Alors, nos auditeurs les plus fidèles savent qu'il y a quelques mois, j'avais reçu ici Olivier Pétré-Grenouillot pour lui permettre de faire le point sur ce que lui appelle les traites négrières. Alors, il faut dire tout de suite que vous êtes d'une école de pensée, si je puis dire, très différente, et cette notion de traite au pluriel, ne vous convient pas. Alors, c'est-à-dire, en fait, vous savez, il y a un peu un phénomène de logique. Vous avez une thèse, vous avez une antithèse, et il y a un point de vue européen, ce qu'on comprend, mais il y a aussi un point de vue africain, et c'est vrai que je vous remercie d'ailleurs de nous permettre de nous exprimer, de vraiment faire valoir les arguments que nous avons. Oui, voilà, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Vous savez, les relations entre la France et l'Allemagne se sont beaucoup détendues à partir du moment où il y a eu effectivement le phénomène de dialogue, et je pense que ça a été absent au début de toute la partie traitement de la loi, le vote de la loi en 2001, le reporting au niveau des médias. La loi dont vous parlez, c'est la loi Taubira en 2001, dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression qu'on était parti dans une espèce de monologue historiographique, et c'est vrai que il faut quand même le dire, la situation de Monsieur Grenouillot a été particulièrement difficile et compliquée, parce que il a eu des positions qui n'étaient pas du tout de notre avis, de notre
notre goût et ça s'est terminé effectivement dans la justice. Mais alors, nous allons aujourd'hui essayer de dépasser un peu ça grâce à votre présence et j'aimerais qu'on revienne sur les origines de l'esclavage. Alors, non pas de l'esclavage comme phénomène universel, parce que alors là, ça remonterait vraiment à la nuit des temps et ce serait très très complexe, mais l'origine de cet esclavage africain, en l'occurrence, ça nous ramène au XVe siècle à peu près. Alors, c'est-à-dire que, mais c'est quand même important de faire une petite parenthèse sur la problématique de l'esclavage. Vous savez, en général, voilà, à la sortie, il faut comprendre les choses très simplement, parce que on n'a pas besoin de dramatiser la problématique. Ce sont des choses très simples. En fait, à la sortie de la préhistoire, vous avez deux modes de vie. Vous avez le mode de vie sédentaire. Donc vous avez des peuples... Là, en effet, vous remontez vraiment en arrière. Vraiment, parce qu'il faut comprendre ça pour comprendre comment le phénomène va s'amplifier, se développer, s'amplifier. Vous avez des peuples nomades. Donc c'est vrai que la vie sédentaire, la vie nomade, c'est deux types de vie totalement différents. Vous avez une problématique en Arabie, c'est le désert. Donc et vous avez une autre problématique en Europe, c'est le froid. Donc à partir de là, on retrouve effectivement dans les iconographies, sur les stèles, Empire de Sumer, Akkad, Darius. Donc véritablement un phénomène de traite avec des salles de marché, avec des acheteurs et des vendeurs. Donc tout ça est déjà en place. Avec la Grèce antique, on retrouve des textes de Platon, d'Aristote qui parlent vraiment de l'esclavage en stipulant que l'esclave devient un bien meuble. C'est vrai que à l'époque, on s'intéresse pas donc à l'Afrique, donc aux Noirs africains. On parle surtout de peuples des environs. Mais il y a une chose aussi qui est importante, c'est le fait que Platon dise que sur une même plantation, il faut avoir des esclaves d'origine différente. Et c'est exactement ce qui va s'appliquer. Qui fait partie absolument intégrante de la civilisation grecque. Voilà, de la civilisation grecque, puisque même si on regarde le recensement qui a été fait au IIIe siècle, reporté par Athénée de Naucratis, dans l'Attique, on a 21 000 Athéniens, 10 000 métèques pour 400 000 esclaves. Ça donne 92% de la population qui est en esclave. Ben, ça revient finalement à la configuration de la population en Haïti en pleine période de traite négrière et d'esclavage. Donc, qui fait que... alors, comme on dit, toutes choses égales par ailleurs, mais en tout cas, ce sont les mêmes rapports de proportion, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, ce sont les mêmes rapports de proportion. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que on parle d'esclavage, on parle d'esclaves, mais l'étymologie même du mot est une étymologie qui est exclusivement européenne. Pourquoi? Parce que les esclaves, en fait, c'est les Slaves au départ. Voilà, ce sont les Slaves. En fait, il faut suivre l'étymologie du mot pour comprendre l'historicité du phénomène. Ce sont donc des peuples que, à l'époque, on va juger de païens. Donc qui vont être raflés par des rois européens, Otto Ier, Henri Loiseleur, et qui vont être amenés donc sur le port de Venise, parce qu'il y a quand même le quai des esclaves, voilà, où ils vont être voilà, vous voyez, donc ils vont être mis à fond de cale de bateau, déportés pour être vendus donc aux Arabes. Donc c'est vrai qu'à l'époque, vous avez le Sénat de Venise qui va légiférer sur le nombre de captifs à mettre par bateau. Mais on voit bien que tout est déjà en place. Vous avez le phénomène des razzias, vous avez les salles de marché, vous avez les bateaux, les gens sont déportés. Cette traite, elle va s'organiser selon toute une chaîne en quelque sorte. Voilà. Il faut d'abord aller chercher les esclaves là où ils se trouvent. Ensuite, il faut les échanger et puis les vendre, faut les ramener et compagnie. Alors, et vous voyez donc ce qui est important, vraiment, ce qui est important, vraiment très simplement, c'est de comprendre que le mécanisme est déjà en place. Donc, à partir de là arrive la problématique donc africaine, puisque effectivement c'est la problématique qui va nous intéresser aujourd'hui. Il faut savoir que quand on regarde donc dans le sens d'une analyse des berceaux, lorsqu'on prend l'Égypte ancienne, et que on se pose la question à savoir est-ce que l'Égypte a pratiqué ou non l'esclavage. Il faut procéder par méthodologie. Ce que nous disons en tout cas, nous disons qu'il faut nous donner les noms exacts de cette pratique dans les langues africaines. Et on s'aperçoit qu'en hiéroglyphe, vous n'avez pas de mots pour dire esclave. Vous avez des chercheurs français qui ont fait des thèses et qui l'ont clairement démontré. Je pense à Jean Baillet, je pense à Bernadette Menu, à beaucoup d'autres. On va pas citer toutes les références parce que voilà, mais qui vous disent que clairement, lorsqu'on prend la langue hiéroglyphique à témoin, vous n'avez pas de mot en hiéroglyphe pour dire esclave. Le mot qui est avancé, qui est le mot hem, vous le mettez au féminin, hemet, ça donne l'épouse. Donc un mot ne peut pas vouloir dire esclave au masculin et l'épouse au féminin, d'autant plus que hem, quand vous parlez de sa majesté pharaonique, hemef, sa majesté, désigne le roi. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le phénomène est beaucoup plus complexe, beaucoup moins déterminé. Tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Je pense que il y a des études qui ont été faites qui ont clairement montré, effectivement, il y avait des captifs.
captifs, parce que il y avait une menace qui s'exerçait. Oui, voilà, il y avait une menace qui s'exerçait sur l'empire africain de la période pharaonique. Mais comment le problème était réglé? Bon, déjà, il faut savoir que la plupart des captifs, quand ils sont donc récalcitrants, ils sont supprimés sur place. Déjà, les gens qui restent en vie sont ceux qui présentent déjà quand même quelques bonnes prédispositions. Ils sont plus forts physiquement, tout simplement, et peut-être moralement. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à s'intégrer, en tout cas, dans la société. Alors, il y a un processus en 3 étapes. La première étape, c'est que les captifs sont affectés à un temple. On parle bien de l'Égypte ancienne. Voilà, je parle de l'Égypte ancienne. Affectation à un temple, où là, ils vont être donc réquisitionnés pour effectuer des différents travaux, mais en échange d'une rétribution, et ils feront partie du personnel du temple, en quelque sorte. Et là, ils vont avoir un nom égyptien, ils vont apprendre la langue, ils vont apprendre les coutumes, les mœurs, et à partir du moment où tout ça est totalement intégré, ce sont des gens qui vont évoluer dans la société égyptienne. C'est pour ça que vous retrouvez des scribes, vous retrouvez des premiers ministres, vous retrouvez des gens qui occupent des fonctions relativement importantes, mais qui sont d'origine extra-africaine. Voyez. Donc ça, c'est important de le signifier, parce que il y a quand même une partie technique qu'il faut retrouver. Vous ne retrouvez pas de texte religieux d'Égypte pharaonique où vous retrouvez des mentions de l'esclavage, ça n'existe pas. Alors, c'est très passionnant, ces origines de l'esclavage. Ça permet justement de resituer les choses à leur juste mesure. Il va falloir qu'on avance, nous, et qu'on approche de notre affaire. Alors, nous y allons dans un instant. Promettez-moi, Jean-Philippe Omotunde, que nous arrivons en Afrique pour parler de cette traite négrière. D'accord. Vous entendez sa voix, c'est Patrick Saint-Éloi qui appartient au groupe Kassab. On entend à peine sa voix. C'est une toute petite parenthèse. C'était réhabilitation. Et donc, Franck Ferrand, aujourd'hui, vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Omotunde, avec qui vous évoquez l'abolition de l'esclavage. Oui, Jean-Philippe Omotunde, qui enseigne donc à l'Institut Africamat, et comme il vient de nous le prouver, qui a sur ces questions un point de vue extrêmement ancré dans le passé le plus lointain. On vient donc de voir ce qu'il en était de l'esclavage avec de grands guillemets dans l'Égypte ancienne. Alors il faudrait aussi parler de l'esclavage au Moyen-Âge, dans différentes civilisations du Moyen-Âge. Pourquoi pas même aller jusqu'en Extrême-Orient aussi, voir ce qui se passe. Mais enfin bon, ça nous emmènerait très loin. Ce que j'aimerais, c'est que nous revenions, nous, sur les origines de la traite négrière, sur les origines de l'esclavage africain. Tout à fait. Alors il faut savoir que si on aborde la problématique de l'Afrique impériale, il est indéniable. Quand vous dites impérial, c'est ce qu'on appelle généralement l'Afrique précoloniale, c'est l'Afrique des grands empires avec les grandes civilisations, parce qu'il faut savoir que les explorateurs qui sont venus quelques siècles avant le phénomène de la traite ont pénétré à l'intérieur donc du continent et ont vu des grandes civilisations telles que Zimbabwe entre autres. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que il faut comprendre que les civilisations africaines ne sont pas des civilisations où on va retrouver le phénomène de la prison, du bagne ou de la potence. Ça n'existe pas. Donc, comment fonctionnent ces sociétés? Tout simplement, en cas de délit, la personne donc qui est coupable va se retrouver finalement au service de la victime ou de la famille de la victime. Et durant cette période, donc qui va être définie parce que c'est quand même après réunion d'un tribunal des anciens entre autres, donc qui va fixer la durée de la peine. Et cette personne ou ces personnes vont se retrouver au service donc de la personne. Donc là, il y a un asservissement, disons. Voilà, qui est en fait assimilable à une peine de prison, puisqu'il n'y a pas de prison. Donc voilà, en gros, comment la chose elle est réglée. La deuxième chose, c'est que vous avez aussi les captifs de guerre. Donc qui vont être, il y a vraiment différents types de traitements, mais la terminologie permet véritablement de voir comment les choses fonctionnaient. Mais ce qui est important de bien voir, c'est qu'il n'y a pas l'aspect de déshumanisation. Ces choses-là n'existent pas. Si vous insistez là-dessus, c'est aussi par rapport à ce débat de la responsabilité endogène des sociétés africaines elles-mêmes, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, si nous rentrons dans le débat technique, vous verrez
aucun spécialiste n'est capable aujourd'hui de vous donner un chiffre pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de données chiffrées sur ce phénomène-là. Donc tout reste subjectif, vous voyez. Donc ça c'est la première chose. Il faut savoir que même Patrick Manning, qui autrefois avait donné des chiffres, parce que Monsieur Petré-Grenouillot s'appuie sur les données de Patrick Manning, aux États-Unis, puisque c'est un enseignant américain, il y a les départements d'études africaines, il n'a pas été en mesure de prouver ce qu'il avançait. Donc voilà pourquoi aujourd'hui vous allez sur Internet, voilà, vous allez sur Internet, vous voyez très bien qu'il ne maintient plus les affirmations qu'il avait faites à l'époque. Par contre, il y a une chose qui est indéniable, c'est que l'arrivée des Arabes en Afrique, au 8e siècle donc. Tout à fait. L'arrivée des Arabes, c'est véritablement là que commence le vrai problème. Pourquoi ? Parce que les peuples vaincus, on le voit par exemple avec la Nubie et le Bac, qui est le traité qui est signé entre le roi nubien et les chefs arabes. Donc ils sont obligés de livrer chaque année un certain nombre de captifs. Et voilà la méthode arabe. C'est exactement la même chose qui est arrivée aux Berbères. Pourquoi les Berbères ont cette animosité vis-à-vis des Arabes ? C'est parce que quand ils ont été vaincus, ils ont été obligés de livrer donc des captifs aux Arabes. Donc des femmes et des hommes en très bonne santé. Donc c'est vrai que cette méthode-là de livraison de captifs via des contrats précis, c'est quelque chose de totalement nouveau en Afrique qui arrive véritablement avec les Arabes. Et autre chose qui est quand même important, c'est que la méthode même de mise en captivité est une méthode qui est exclusivement orientale. C'est-à-dire que la façon dont les captifs vont être attachés, vont être transportés, vous ne retrouvez pas ça en Afrique ancienne. En Égypte ancienne, on donc sait c'est une importation sous l'effet de la conquête arabe. C'est sous l'effet de la conquête arabe, vous avez un phénomène d'esclavage, en fait, de pratique esclavagiste qui va se développer. Lorsque on nous dit par exemple que les Européens vont arriver en Afrique et vont voir donc les Arabes faire du commerce et donc finalement ils vont se dire pourquoi pas nous. C'est quand même surprenant. Si l'Afrique est déjà menacée par les Arabes d'un côté, on aimerait avoir quelqu'un qui arrive un peu comme un grand sauveur de manière à je dirais s'occuper un peu à défendre les populations qui ne peuvent pas se les défendre, puisque à l'époque il y avait aussi un problème de rapport de force. Il faut quand même le signaler. Donc qui fait que vous avez une lutte avec les Almoravides qui vont détruire l'empire du Ghana. Vous avez l'empire du Maroc aussi. Almoravides, c'est-à-dire les Arabes de la péninsule hispanique. Et puis vous avez l'empire du Maroc aussi qui va faire des incursions. Vous avez la destruction de l'empire du Ghana, l'obligation de livrer des captifs. Donc vous avez toute une désorganisation en fait des empires africains qui va être opérée à ce moment-là. Et c'est vrai que par contre, il y a une chose que je trouve qui est quand même importante de souligner, c'est qu'il faut regarder quand même la logistique qui est utilisée pour cette déportation. Les Arabes, c'est exclusivement donc la marche à pied et les chameaux. Si ça fait des espèces de grandes caravanes. Ça fait des grandes caravanes, mais le problème c'est que il faut prévoir l'eau, puisqu'il y a quand même le désert du Sahara qu'il faut donc traverser. Donc qui fait que vous ne pouvez pas véritablement transporter énormément de captifs, parce qu'il faut avoir de l'eau pour donner de l'eau à tout le monde. Oui, il faut trouver les points d'eau sur le. Voilà. Par contre, la déportation par bateau, des méthodes utilisées par les nations européennes montrent bien qu'en termes de logistique, la logistique, elle est quand même, elle est très poussée vis-à-vis des nations européennes et encore un peu embryonnaire vis-à-vis de la fête orientale. C'est un peu l'apanage bon et mauvais de l'Occident, cette logistique ultra poussée. Alors, oui, les premiers bateaux qui arrivent, sans vous couper, ce que je veux dire par là, c'est que on peut pas dans un tel contexte, vu le déséquilibre des moyens logistiques, dire que les Arabes auraient pu transporter plus de captifs que les Européens, à moins d'avoir de trouver un chameau qui a 25 000 bosses. Je comprends pas, vu vraiment le déséquilibre des moyens logistiques. Ce que vous voulez dire, c'est que votre point de vue là-dessus, votre propos est de dire que on passe en quelque sorte d'un stade artisanal à un stade industriel, quelque part, c'est ça? Voilà. Bon. Voilà. Alors, c'est tout à fait ça. Voilà pourquoi je vous dirais que Patrick Manning, aujourd'hui, il parle de 3 millions de captifs pour la tête orientale. Vous voyez, donc il a considérablement divisé au moins par 4 les données chiffrées qu'il avançait au début. Alors bon, ça évidemment, là nous sommes dans de grands débats dont je comprends bien sûr l'extrême importance, mais qui ne doivent pas nous détourner du phénomène en tant que tel, c'est-à-dire de cette organisation de la traite atlantique. Les premiers bateaux dont vous parlez, donc le début de l'industrialisation, si j'ose employer ce terme, par les Occidentaux de la traite négrière, ce sont des
des bateaux portugais, les tout premiers? Voilà. C'est-à-dire que, en fait, on lit, et c'est ça qui nous déçoit, en fait, c'est de lire dans la presse que les Portugais seraient arrivés en Afrique et auraient mis en place le trafic. C'est faux. Parce que les Portugais, historiens portugais même ne disent pas cela. Ils savent très bien, puisque les annales des navigateurs sont là. En 1441, c'est l'arrivée des Portugais. Vous avez tout de suite le phénomène de kidnapping qui se met en place. C'est pour ça qu'ils utilisent des termes d'opération commando, de raquettes, de kidnapping. Ce sont les termes même des navigateurs. Ça, c'est la traduction moderne de leur terme. La traduction moderne, tout à fait. Donc voilà pourquoi la terminologie qui est utilisée pour ce premier contact est une terminologie donc d'action terroriste. Voilà donc ce qui est dit très clairement, c'est-à-dire qu'on dit que ce premier contact a été véritablement un contact d'action terroriste, donc sur le continent africain. Terroriste, alors attention à ne pas confondre les termes. Oui, terroriste dans le sens où il s'appuyait sur une gradation de la peur, en fait. Voilà, c'est-à-dire que vous avez des moyens, je dirais des outils techniques des armes de destruction massive entre guillemets, la poudre à canon, le fusil, l'épée, les barres de fer. Les armes de cette époque. Ouais. Voilà, les armes de cette époque. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont arriver sur Terre, et c'est vrai que ils vous disent très clairement que les populations du littoral vont être carrément raflées, kidnappées, tuées, généralement des attaques la nuit parce que les gens dorment et vont être raflés et transportés sur les bateaux. Donc voilà un petit peu la problématique. Parlons-nous. Franck Ferrand, cet après-midi, en compagnie de votre invité Jean-Philippe Omotunde, vous évoquez l'esclavage africain, un vaste sujet. Oui, c'est ça, et nous allons en venir au nôtre, si je puis dire. Quand les Français se lancent-ils dans ce commerce, alors que d'autres nations européennes ont été précurseurs, mais on va peut-être pas revenir sur tout. À partir de quand est-ce qu'on peut dire que la France se lance à son tour dans cette traite négrière? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une accélération du phénomène qui va déjà être amplifiée par la bulle papale de 1454. Alors ça, c'est très important, il faut qu'on s'appuie un peu là-dessus. Le pape, au départ, est contre l'esclavage, c'est bien ça? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même un appétit matérialiste quand même à l'époque, et c'est vrai que c'est surprenant de retrouver le Vatican qui, à l'époque, joue un peu le rôle de... C'est la conscience de l'Occident. La conscience de l'Occident, mais aussi le grand négociateur commercial international. Oui. Voilà. Et militaire, d'ailleurs, ce qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Voilà, donc Nicolas V va publier une bulle papale, donc dans laquelle on ne retrouve pas le verbe faire du commerce. C'est attaquer, exterminer, rasier. Voilà les termes qu'on retrouve sur cette bulle. Donc voilà la note d'intention en tout cas des Portugais. Alors, c'est-à-dire la note d'intention, c'est favorable ou défavorable? C'est-à-dire que ce qui est défavorable, c'est surtout à la thèse commercialiste. C'est-à-dire que quand on a la bulle papale et qu'on ne retrouve pas le verbe faire du commerce dessus, je dirais que c'est l'anéantissement total. En un mot, si tant est qu'on puisse réduire une bulle papale à un mot, mais quel est le mot d'ordre du Vatican? C'est exterminer. D'accord. Ah oui, c'est exterminer et mettre les populations en servitude perpétuelle. Voilà, c'est véritable. Attaquer, exterminer. Et sur quel principe, le principe, c'est de récupérer tout le patrimoine de l'Afrique d'une façon générale. Voilà, c'est les duchés, les principautés, enfin tout ce qu'on peut rafler. Donc c'est un peu un blanc-seing que l'on donne aux premiers colonisateurs de l'Europe. Tout à fait. Et à partir de là, l'Espagne et le Portugal, les rois espagnols et portugais vont être véritablement dopés dans leur entreprise. Et c'est vrai que le Vatican, les siècles après, qui va essayer de ralentir un peu le mouvement, sera complètement dépassé par les événements. Or, l'Espagne à l'époque est en train au même moment d'étendre les colonies. Tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez donc Christophe Colomb qui va arriver en Amérique alors qu'il voulait se rendre en Inde. Alors ici, on a une thèse un peu particulière sur Christophe Colomb, mais on va pas ouvrir ce chapitre-là qui est un chapitre supplémentaire. Donc, disons Christophe Colomb et n'en parlons plus. Voilà. Donc, il arrive en Amérique et à partir de là, donc de nouvelles terres, la problématique des conquistadors, donc qui vont pénétrer à l'intérieur des terres à la recherche de l'or. Même pour l'Afrique, c'était la même problématique. Au départ, c'était surtout faire des prisonniers pour qu'ils disent où se trouvent les mines d'or. Et très simplement, ils vont rentrer et pénétrer à l'intérieur des territoires et détruire toutes les civilisations et prendre possession du pays. Et va arriver la problématique de la rentabilisation de tout ce territoire. On va essayer dans un premier temps de mettre les Indiens en esclavage, ça ne marche pas. C'est-à-dire les populations de substrat, les Indiens d'Amérique. Voilà, les Indiens d'Amérique.
ça ne marche pas pour diverses raisons. Ensuite, on va utiliser aussi donc des entre guillemets des Européens qui vont être kidnappés le long des ports oui, et ça, qui vont être. On oublie souvent de dire que les premiers esclaves, si l'on peut dire, étaient des Européens. En fait. C'est-à-dire que sur les plantations, par exemple de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, enfin les possessions françaises, avant tout. Ce sont surtout des Français qui étaient là, qui le phénomène des engagés. Faut savoir que c'est des gens qui travaillaient pratiquement 10 heures par jour dans des conditions horribles. Ils s'engageaient volontairement ? Pas toujours, malheureusement. À partir du moment où vous étiez le long d'un port, vous aviez un peu bu la nuit, vous aviez vraiment toutes les chances de vous retrouver le lendemain ligoté dans un bateau. Et à partir de là, vous étiez déporté. Vous avez aussi des gens qui avaient des peines de prison, donc qui étaient aussi déportés. Donc c'est toutes ces personnes qui vont se retrouver très souvent contre leur gré. Déportés. Alors pourquoi on parle d'engagés ? Parce qu'il y avait une infime rémunération. Cette infime rémunération, effectivement, ne permet pas d'octroyer le qualificatif d'esclave. Mais quand vous regardez les documents qui nous sont légués, elle donnait bonne conscience aux organisateurs du commerce. Quand vous regardez le récit des journées qui passaient, vous avez affaire, mais vraiment, alors là, complètement à des esclaves. En fait, oui, tout à fait. Et ce qui s'est passé, c'est que problématique du climat, n'ayant pas la possibilité de résister à un tel climat, il y a le problème il fait très chaud, vous avez un soleil au zénith qui est relativement puissant. Donc à partir de là, Bartolomé de Las Casas émet l'idée donc d'aller chercher des personnes sur la même latitude, donc en Afrique, et de les ramener. Et c'est véritablement là que l'Europe ayant la logistique pour le faire, et la logistique militaire aussi, parce qu'il faut savoir que le long des côtes africaines, ce sont des châteaux forts qui vont être construits et ils vont partir, donc déporter massivement donc des captifs africains pour les ramener en Amérique. On peut incriminer à ce point-là Bartolomé de Las Casas. Il est vraiment, d'après vous, le père de cette idée-là. C'est-à-dire que si vous rentrez dans la problématique de qui est responsable, il faut savoir qu'il y a une méthodologie donc de la causalité historique. Et la première chose entre l'Europe et l'Afrique, c'est de se dire qui a émis l'idée. Bon, est-ce que c'est un Africain, est-ce que c'est un Européen ? Bartolomé de Las Casas, donc il est européen. La deuxième chose, c'est qui a financé, qui a apporté la logistique en troisième, voyez sur le troisième point. Et on voit bien que l'Afrique est totalement absente de toute cette logique-là. Donc voilà pourquoi. Oui, c'est une logique de comptoir en fait, et de compagnie, il faut le dire. Ça, donc il faut, je pense que. Ce ne sont pas les États eux-mêmes, ils passent par les compagnies. Alors il faut savoir que vous avez quand même la logistique militaire de l'État. Oui. Exactement comme pour le pétrole aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Amérique est incapable de sortir du pétrole de l'Arabie Saoudite si vous n'avez pas les sous-marins nucléaires américains qui sont. Qui escortent. Oui, c'est clair. Donc c'est un peu la même chose. C'est ça, oui, il y a une logistique militaire et une organisation commerciale qui est confiée à des compagnies, la fameuse compagnie des Indes occidentales notamment. Alors au début, donc la France va rentrer dans ce grand mouvement incité donc par les financiers de l'époque en 1642. Mais ça va être un peu compliqué à mettre tout ça en place. Faut trouver les fonds, faut réfléchir à la réalisation des bateaux. Enfin, il y a toute une série d'informations qu'il faut véritablement rassembler. C'est pour ça que c'est un an après, véritablement, en 743, que le premier bateau va partir. Va partir donc un peu en reconnaissance, on ne sait pas très bien où on va. Entre-temps, il y a la possession aussi donc des terres de la Guadeloupe, de la Martinique, avec les luttes intestines entre l'Espagne, l'Angleterre et la France pour la possession donc des îles de la Caraïbe. Et on va commencer à déporter donc déjà des colons vont s'installer sur place et on va déporter après les captifs qui vont commencer le phénomène de la culture. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'à cette époque-là, lorsqu'on met un pied sur le territoire de ce qu'on appellera plus tard la métropole, donc sur le royaume de France, on ne peut pas être asservi. Il n'y a plus d'esclaves. Alors, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, en 1315, il y a une loi qui dit que toute personne, peu importe d'ailleurs son origine ethnique, qui arrive sur le sol français, ne peut pas se retrouver en situation d'asservissement. C'est ce que dit la loi. Bon, par contre, après, les choses vont évoluer. Interdiction. Alors, une première étape, on va interdire aux Noirs de rester plus de 3 ans sur le sol français. Donc, c'est une période dite de formation. Alors là, nous parlons d'un phénomène là qui est un peu particulier. C'est le retour. C'est l'arrivée sur le sol du royaume, donc en France, disons en métropole, d'esclaves qui eux sont passés par le détour des colonies. C'est bien ça. Et donc il y en a pas mal qui arrivent, notamment au XVIIIe siècle. Il y a pas mal de monde. Oui, effectivement. Il y a pas mal de monde qui arrive. Vous voyez, ça a été un phénomène assez particulier parce que au début, avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, les esclaves
remontait surtout dans la péninsule ibérique. Voyez. Et par contre, pour la France, c'est effectivement des gens qui vont qui sont partis d'Afrique vers les Caraïbes, vers les Amériques, et qui vont revenir ensuite au niveau de la France. Alors c'est assez surprenant parce que ensuite donc le propriétaire doit payer une caution parce que ils n'ont pas le droit de rester plus de 3 ans sur le sol français. C'est le temps en fait d'apprendre un métier particulier. Après, vous avez des lois qui vont commencer vraiment à s'accentuer avec l'interdiction de la paradoxalement, c'est sous Louis XVI que les lois deviennent très dures en fait. Oui, c'est à partir de là véritablement que ça commence à se corser. 1778 par là. Voilà. Alors, on va, si vous le voulez bien, clore cette parenthèse-là qui est très passionnante, mais qui ferait l'objet d'une émission à part entière, pour revenir sur ce qui se passe là-bas dans les colonies, sur la condition même des esclaves, et puis il faudra aussi qu'on dise un peu plus d'un mot de l'abolition en plusieurs étapes, puisque encore une fois, cette émission, j'ai eu l'idée de l'organiser, notamment à l'occasion de ce 27 avril, qui est l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, le 27 avril 1848. Tribunal international, étudier Statini rebelle, l'ONU fait croyance assemblée, sioniste réhabilité. À nous pas faire. Pilote établi qu'à passer, assez l'esclavage sous silence, l'ex civil et même préjudice, pas demander réhabilité. Est-ce que ni des fois des mesures, en justice à des vitesses, l'esclavage passé sous silence, c'est un crime contre l'humanité. À nous pas faire. Vous aurez sans doute reconnu la voix de Patrick Saint-Éloi, qui appartient au groupe Cassav, et c'était Réhabilitation. Parlons-nous. En ce début d'après-midi, Franck Ferrand, votre invité Jean-Philippe Omotunde, avec qui vous évoquez l'esclavage africain. Oui, et nous l'évoquons, comme vous pouvez le voir, d'une façon un peu différente. Vous permettez de poser un certain nombre de problématiques, Jean-Philippe Omotunde. Alors, on est un peu frustré en même temps, parce qu'on adorerait pouvoir développer tous ces thèmes, mais le fait déjà de les évoquer, de les poser, d'ouvrir le débat, en quelque sorte, est très important. Alors, revenons à ce qui se passait dans les colonies elles-mêmes. On parle toujours du code, le fameux code noir de 1785. Triste année pour l'histoire de France, 1685, puisque c'est à la fois la révocation de l'édit de Nantes et puis l'édiction de ce code noir qui est le dernier acte de Colbert avant de disparaître. Effectivement, et je peux dire que c'est un code qui est c'est vrai très problématique, puisque l'héritage finalement de la Grèce antique va aboutir à ce code. C'est quand même un peu malheureux. C'est un paradoxe, un des nombreux paradoxes de l'histoire. Voilà, tout à fait. Mais par contre, je dirais sur le terrain, c'est surtout le fait de déshumaniser le captif africain. C'est-à-dire, pour parler clair, l'homme devient un objet. Voilà, il devient un objet. Et à partir de là, c'est véritablement la porte ouverte à tous les excès. C'est vraiment une relation dans laquelle le captif africain n'a plus aucun droit. Mais il y a quand même des choses qu'il faut quand même noter. C'est-à-dire que en fait, quand on regarde un peu un certain nombre de données, on s'aperçoit que, par exemple, la politique des natalités n'a jamais été véritablement aménagée et mise en place par les propriétaires. C'est-à-dire qu'il était véritablement beaucoup plus rentable pour eux, en fait, de faire travailler le captif jusqu'à ce qu'il décède et d'en racheter un nouveau, plutôt que de favoriser une politique des naissances. Et c'est pour ça que vous avez, par exemple, je me rappelle de certaines plantations françaises, sur 150 captifs, vous avez une seule naissance par an. Et quand bien même le propriétaire achetait 50 captifs de plus, vous aviez toujours une naissance par an. Pourquoi ?
Tout simplement parce que il y a le temps durant lequel la femme, donc elle est enceinte, elle est pas productive. Après, il faut l'allaiter, l'enfant, toujours pas productive. Donc ça désorganise complètement le travail. Autrement dit, on évitait les enfants et on préférait importer de marchandises, si l'on peut dire. Tout à fait nouvelle. La deuxième chose qu'il faut quand même noter, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes. Et comment on le sait? On le sait tout simplement à partir des annales de l'Église, parce que toute cette population était baptisée. Donc une fois arrivé sur place, donc vous avez dans les archives de l'Église, on voit bien même quelques esclaves qui ont pu après par la suite apprendre à lire et à écrire. On leur demande leur date de baptême, c'est 15 ans, 16 ans, 17 ans. Il y a une chose qu'on a du mal à comprendre, et je sais que les professeurs, notamment lorsqu'ils évoquent cette question à l'école, sont toujours un peu embarrassés. Comment peut-on expliquer à la fois que les esclaves qui arrivent sur le continent, enfin en tout cas dans les îles, on va dire, sont considérés comme de la marchandise, comme des objets, et qu'en même temps on les baptise, donc ça veut bien dire qu'on leur donne une dimension humaine. Comment est-ce qu'on concilie ces deux notions ? Alors, en fait, c'est pour ça que je disais à un moment, le Vatican, le fait d'avoir impulsé donc la chose, notamment, faut pas oublier la problématique de la malédiction de Cham qu'on va retrouver dans la Bible, et qui va être véritablement mis en exergue par les prêtres catholiques. On va arriver à une situation d'anarchie totale. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même une bulle, donc au XVIIe siècle, qui disait qu'on ne peut plus mettre en esclavage des gens qui étaient... Une bulle, c'est-à-dire un arrêt du pape. Voilà, un arrêt du pape. Mais là, véritablement, il y avait l'appât du gain. Et effectivement, mais vous savez, dans le monde arabe, c'est un peu la même chose. On vous dit qu'on ne peut pas mettre en esclavage quelqu'un de confession musulmane. C'est la raison pour laquelle ils sont partis sur d'autres terres chercher donc des individus. Ces individus se sont convertis et ça ne les a pas empêchés de partir, de conserver leur dimension servile. Tout à fait. Donc on retrouve cette aberration. Vous savez, là où c'est quand même extraordinaire, c'est que voilà des gens qui vous disent, qui viennent annoncer la venue du royaume de Dieu avec un livre, donc qui peut être soit la Bible, soit la Torah, ou soit le Coran. On sait tous très bien que dans leur vision au royaume de Dieu, il y a ni maître ni esclave. On se demande pourquoi dans leur ouvrage, on traite comme ça de l'esclavage. Donc si on est honnête, c'est quelque chose qu'on peut pas faire. Et voilà pourquoi Pline, alors là, nous voilà dans l'Antiquité. Non, mais c'est important de le dire, parce que il faut pas englober tout, faut toujours bien être précis. En fait, il dit bien que à l'époque antique, il y a un peuple qui n'a pas pratiqué l'esclavage, ce sont les Esséniens, qui passent pour être les auteurs du manuscrit de la Mer Morte. Et voilà pourquoi dans cette les Esséniens dont le Christ lui-même était très proche. Tout à fait. Dans l'original de la Bible, écrit par les Esséniens, qu'on appelle manuscrit de la Mer Morte, vous ne retrouvez pas de mention de l'esclavage, parce que ce peuple-là était contre. Mais après, ça va être rajouté par des peuples qui vont le pratiquer. Alors, pour revenir à notre problématique, la condition servile, la condition servile aux îles, il faut savoir que les Noirs vont rentrer véritablement dans une logique de résistance. Et je trouve qu'il faut introduire cette notion de résistance dans l'historiographie. Pourquoi? Parce qu'en 1791, c'est ce qui va amener les événements d'Haïti. Donc qui fait que la révolte, tout ça l'ouverture, et finalement l'abolition de l'esclavage obtenue donc par les Noirs sur place. En Guadeloupe, en Martinique, qu'est-ce qui va se passer? Les îles sont menacées par les Anglais. Le temps de faire venir une flotte donc de Paris, ça va être compliqué. Donc on demande aux Noirs juste une toute petite parenthèse, mais c'est très important d'avoir constamment à l'esprit cette immense distance qui fait que le temps est totalement décalé et qu'on fait un peu ce qu'on veut en même temps quand on est très loin de la métropole. C'est-à-dire que en fait, il y a quand même 7000 kilomètres. L'époque, le seul moyen de transport, c'est le bateau. Ça prend énormément de temps pour arriver. Donc, il se passe énormément de choses entre-temps. Et donc, quand les îles vont se retrouver menacées par les Anglais, le gouvernement sur place va demander aux Noirs de s'armer, d'avoir une formation militaire pour pouvoir aller se battre contre les Anglais, en promettant que si les îles restent françaises, les Noirs pourront jouir de la liberté. Et effectivement, vous allez voir débouler sur les Anglais vont voir débouler sur eux des soldats véritablement déterminés, et ils vont être vaincus. Donc à partir de là, effectivement, on se retrouve dans une situation de liberté qui va être confirmée par le décret du 4 février 1794. Alors ça nous amène à tout le mouvement abolitionniste dont nous parlons avec vous, Jean-Philippe Omotunde, dans un instant. Parlons-nous. Jusqu'à 14h, Franck Ferrand, en compagnie de Jean-Philippe Omotunde, vous ouvrez le très vaste dossier de l'esclavage africain. Oui, nous ne faisons que l'ouvrir, et je vous donnerai tout à l'heure un certain nombre d'orientations bibliographiques, dont les livres de Jean-Philippe Omotunde lui-même. Alors, nous en étions à la naissance de ce mouvement abolitionniste. Alors,
deux mouvements, et vous insistez bien sur ce double mouvement. Bien sûr, il y a l'évolution des consciences et des points de vue dans les pays colonisateurs eux-mêmes, mais il y a aussi sur place une sorte de prise de conscience et de résistance, si l'on peut dire, avec des guillemets, qui est en train de s'organiser de la part des esclaves eux-mêmes. Et ça, c'est ce qu'on a tendance parfois à négliger. Oui, on a tendance à le négliger, parce que tout simplement, déjà, lorsque Napoléon Bonaparte donc rétablit la monarchie... Alors juste avant, vous avez dit, mais c'était très court, et comme ça, à la fin vous nous avez dit que le 4 février 1794, la Convention, donc la nouvelle Assemblée révolutionnaire, on est au pire moment de la Révolution d'ailleurs, mais enfin peu importe, abolit l'esclavage. Napoléon Bonaparte, qui sera premier consul un peu plus tard, en 1802, pour diverses raisons sur lesquelles on ne va pas s'appesantir aujourd'hui, va rétablir cet esclavage. Certains disent que c'est d'ailleurs un rétablissement de droit, puisque en fait, il n'avait pas été supprimé dans un certain nombre des colonies françaises. Il faut établir là une distinction entre les différentes colonies. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, le cas de l'île Bourbon, effectivement, il n'y avait pas eu l'application de ces fameuses lois, de ce fameux décret du 4 février 1794. C'est le cas aussi de l'île de France, par exemple. L'île de France qui sera l'île Maurice maintenant. L'île Maurice, effectivement. Mais ce qui est important, c'est que lorsqu'il va décider de rétablir, donc par le décret du 20 mai Napoléon Bonaparte, il va se heurter donc là véritablement à un phénomène de guerre civile en Guadeloupe, par exemple, où là les gens vont véritablement s'armer sous Delgrès, sous Ignace. Vous venez de prononcer un nom que l'on prononce malheureusement pas assez souvent, mais qui est très important, celui de Delgrès. Vous pouvez en quelques mots nous raconter Delgrès? Alors Delgrès, en fait, c'est quelqu'un qui vient de la Martinique, donc qui était officier en fait, et qui va arriver en Guadeloupe. Alors c'est assez particulier, parce que moi je me dis que lorsqu'on s'intéresse aux idéaux de la République, il faut s'intéresser à cette histoire, parce que vous avez ces gens qui sont véritablement porteurs de ces idéaux-là et qui ne peuvent pas imaginer que en France on puisse revenir rétablir ce qui a été aboli. Donc parce que c'est quand même tout le monde a quand même conscience que c'est quelque chose d'inhumain, hein, quand même. Bien sûr, oui, bien sûr. Faut quand même le savoir, hein. Et c'est vrai que donc entre Pelage, lui qui va hésiter, et puis finalement passer du côté de Richepense, donc Richepense qui alors là, ça fait beaucoup de noms que tout le monde ne connaît pas forcément. Napoléon Bonaparte, mais vous avez Ignace, surtout il faut retenir ces deux personnes, Ignace et Delgrès, qui vont à partir de la Basse-Terre au Fort Saint-Charles, donc véritablement mettre en œuvre le système de résistance, donc en étant armés. Ils vont résister pendant plusieurs jours. Malheureusement, ils vont être vaincus. Qui sont leurs troupes? Alors les troupes qui ont été constituées sont surtout des troupes d'individus qui étaient sur les plantations, donc ils sont partis depuis le nord de la Basse-Terre en redescendant vers le sud, parce qu'il y a deux îles, hein, il y a la Grande Terre et la Basse-Terre, et à partir de là donc ils vont constituer une armée d'hommes, donc de volontaires, qui vont venir véritablement grossir le rang des soldats qui sont déjà au Fort Saint-Charles à Basse-Terre. Ça c'est une histoire que vous connaissez personnellement très bien. Oui, tout à fait, parce que c'est quand même 3000 victimes. Il est vrai que je suis originaire de la Guadeloupe. C'est une histoire malheureusement qu'on nous a pas enseignée à l'école, qu'on a dû découvrir par la suite. Moi, ça fait partie des choses pour lesquelles j'aimerais que les choses changent énormément, parce qu'il faut dédramatiser l'histoire aujourd'hui. Il faut avoir ce courage. Et à partir de là, les événements d'Haïti, par contre, ça va être la catastrophe pour Leclerc, qui va se heurter à Toussaint Louverture. Donc ça va être l'échec total. Après, vous avez Rochambeau qui va se heurter à Dessalines, donc le successeur de Toussaint Louverture. Ça va être à nouveau l'échec total et la proclamation donc de la République d'Haïti en 1804. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? À partir de 1788, vous avez la société donc des Amis des Noirs qui va être créée donc en France, qui va prendre relais aussi donc des sociétés anglaises, et qui vont commencer véritablement. Là, on travaille l'opinion dans le pays. On va travailler l'opinion publique dans le pays, c'est-à-dire en France. Bon, c'est vrai que la population elle-même ne s'intéresse pas à toutes ces questions. Qui sont si lointaines. Qui sont lointaines, parce que c'est très loin. Bien que les gens aient conscience qu'ils travaillent pour la traite, puisqu'il faut quand même équiper les bateaux. Il faut fabriquer un certain nombre de choses. Il y a les armes à feu qui sont fabriquées à Saint-Étienne. Donc tout le monde a conscience de ça. Il y a tous les grands ports. Hein. Oui, mais tout est fait aussi pour ne pas que l'information soit réellement diffusée au niveau du public. Et ça va être l'œuvre notamment de Victor Schellcher qui va véritablement. On est dans une génération ultérieure. Après le rétablissement de 1802 par Napoléon Bonaparte, le mouvement d'opinion en faveur de l'abolition de l'esclavage est très fort. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on abolit la traite dès 1827. Il y a deux choses. Hein. La traite, c'est le commerce. Lui, il est aboli en 1827. Tout à fait. Sous la Restauration, donc paradoxalement. Tout à fait. Alors, c'est vrai que, par exemple, vous voyez, ce qui est paradoxal, c'est que
En France, on va commémorer donc l'abolition de l'esclavage. En Angleterre, cette année, on a commémoré l'abolition de la traite. Vous voyez, donc 1807-2007. Et c'est vrai que en fait, on s'aperçoit que chacun voit un peu par rapport aux problématiques du moment ce qu'on va commémorer. Mais vous voyez, ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est qu'il y avait déjà parce que la traite et l'esclavage, donc il fallait déjà abolir la traite. Donc première réussite et ensuite abolir l'esclavage. Bien sûr, c'était deux étapes en fait. Voilà. Il était plus facile évidemment d'abolir la traite que d'abolir l'esclavage, qui lui était complètement enraciné dans une économie locale dont elle dépendait, qui dépendait entièrement de cet esclavage. Alors, juste un mot quand même. Ce qu'il faut dire, c'est que j'ai eu l'occasion de raconter longuement ici même l'histoire de Victor Schœlcher, qui est très passionnante et très émouvante, bien sûr. Mais moi, on m'a appris quand j'étais enfant à l'école que Victor Schœlcher était l'homme qui avait mis fin à l'esclavage. Et ce qu'on découvre, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'associations, de groupements, qui n'aiment pas tellement qu'on fasse, en quelque sorte, l'apologie de Victor Schœlcher et qui disent que, à partir du moment où l'on considère que cet esclavage était un crime contre l'humanité, or la loi depuis 2001 a assimilé cette traite et cet esclavage à un crime contre l'humanité, le fait de mettre fin à ce crime en soi n'est pas forcément un grand fait d'armes, ce n'est que rentrer, disent-ils, dans la normalité. Que pensez-vous de ce genre de raisonnement, vous ? Alors en fait, effectivement, moi je fais partie de la génération où nous sommes absolument pas des pro-Schœlcher. Et cela pour des pro-Schœlcher. Nous sommes pas du tout des pro-Schœlcher. C'est-à-dire que la génération précédente l'a été. Bon. Aimé Césaire. Voilà. Mais nous ne sommes absolument pas des pro-Schœlcher. Et je vais expliquer pourquoi. La première chose, c'est que lorsqu'on regarde l'historiographie, nous nous rendons compte que ce sont les Noirs dans les colonies qui ont aboli eux-mêmes leur système. Il faut savoir que l'abolition de l'esclavage en Martinique, c'est le 23 mai. L'abolition en Guadeloupe, 23 mai de quelle année ? De 1848. Et l'abolition donc en Guadeloupe, c'est le 27 mai, donc 1848, et le décret est arrivé, lui, bien qu'il ait été voté le 27 avril, il est arrivé sur place le 5 juin. Mais bien sûr, parce qu'il lui fallait le temps de traverser l'Atlantique. Tout à fait. Donc quand le général Gatine arrive, il dit, attendez, moi je pensais venir abolir libérer les gens. Voilà, tout à fait. Et je me rends compte que vous avez déjà réglé le problème. Donc ce qui s'est passé tout simplement, c'est parce qu'il y a eu une cérémonie qui a mal tourné, c'est-à-dire que vous avez les esclaves qui se rassemblaient pour faire de la musique avec les tambours, ça a complètement mal tourné. Ensuite, il y a eu donc une rixe entre des propriétaires et des esclaves, et là ça a été la fin de tout. Mais alors, est-ce qu'il faut pour autant, même si historiquement vous avez raison de rétablir ce genre de vérité, moi je passe mon temps à le faire sur plein d'autres sujets, est-ce que pour autant il faut liquider Schœlcher, si je puis dire, et lui retirer le mérite d'avoir été celui qui, en France, à Paris, a lutté pour qu'on abolisse d'un coup et sans condition. Il faut voir aussi, moi au contraire, je suis pour replacer l'intégralité des éléments historiques dans le contexte historique pour pouvoir les analyser. Mais il faut voir aussi une chose, en ce qui nous concerne, c'est que Victor Schœlcher, c'est quand même l'homme qui a dédommagé financièrement les propriétaires d'esclaves et qui a absolument pas ouvert, ne serait-ce que le dossier d'une réparation, d'une compensation pour les esclaves. Ça c'est extraordinaire. C'est la question qui se pose actuellement encore, des réparations. Et il y a un certain nombre de personnes qui demandent aujourd'hui que la France répare. Alors comment ? C'est-à-dire indemnise les descendants des esclaves ? Alors, il faut prendre le temps de discuter. Parce que, franchement, j'entends tout et n'importe quoi. Il faut prendre le temps de discuter. Rapidement, je vais dire une chose. Il y a ce qu'on appelle la morale de l'histoire. Vous voyez, dans cette histoire de la traite et de l'esclavage, il n'y a aucune morale. C'est-à-dire que la morale, elle est bafouée du début jusqu'à la fin. Et on veut terminer cette histoire encore sur quelque chose qui est totalement amoral, c'est-à-dire qu'on va dédommager les criminels et les victimes n'ont rien. On les a dédommagés à l'époque, il faut bien dire. Je tiens à rappeler, que le 4 juillet 1825, la France a fait venir en Haïti 14 navires armés de canons, de fusils de poudre à canon. Et on a obligé le président de l'époque a signé l'ordonnance de Charles X, dans lequel il obligeait en fait les anciens esclaves à payer 150 millions de francs or aux colons. C'est-à-dire que ce sont les Noirs qui étaient donc esclaves qu'on a obligés en Haïti à payer les réparations, ce qui est quand même extraordinaire. Et cette somme a été intégralement payée.
vis-à-vis. Elle a été payée en très longtemps. Ça a été payé en très longtemps, mais ça a été intégralement payé. Et je peux vous dire que ça a plombé l'économie d'Haïti, parce que les gens se sont retrouvés en obligation de cultiver donc un certain nombre de denrées coloniales, parce que il fallait, la France a fait la liste des denrées sur lesquelles elle avait pouvoir récupérer les sous. Il faut savoir que le premier versement a lieu à la signature donc de ce traité. La France, donc les financiers ont accordé 30 millions de francs or donc de prêts à Haïti, et Haïti a été obligé de rembourser 36 millions, c'est-à-dire 6 millions de plus. Vous voyez, donc intérêt sur la dette. Voilà des choses qu'on n'a effectivement pas tellement l'habitude d'entendre. Voilà. Merci de les dire, Jean-Philippe Omotunde. Alors on s'en va à Longchamp quelques minutes et puis on reprend cette conversation pour la finir. Et nous... Parlons-nous. Et il nous reste très peu de temps, Franck Ferrand, en compagnie de votre invité, l'historien Jean-Philippe Omotunde. Oui, il nous reste vraiment très peu de temps. Vous avez vu que nous avons ouvert un certain nombre de questions. Nous ne les avons pas traitées intégralement, loin de là. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, bien entendu. Il faut savoir que le 10 mai prochain, ce sera la journée nationale de commémoration de l'esclavage. Son nom exact, c'est la journée... Effectivement, c'est la journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les anciennes colonies françaises. Alors, pourquoi a-t-on choisi le 10 mai ? Il faut savoir que le 10 mai 1802, il y avait déjà eu l'affaire d'Elgrès, mais ça n'a rien à voir en l'occurrence. Ça n'a rien à voir. En fait, on a retenu tout simplement la date des délibérations donc de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire le jour où en 2001, l'Assemblée nationale à l'unanimité. Tout à fait. Alors moi je pense que en fait, en ce qui nous concerne, de toute façon, je pense qu'il y aura deux célébrations. Il y a la célébration avec la nation française, parce qu'effectivement, c'est quand même l'histoire de France. C'est d'ailleurs l'histoire de France, c'est exclusivement l'histoire de France. Donc c'est normal qu'il y ait cette commémoration ensemble. Et puis il y aura la date du 23 mai ici, parce qu'effectivement, on a besoin quand même de se retrouver entre nous, parce qu'il y a la culture. Alors, le 23 mai, c'est la commémoration du 23 mai 1998. Voilà. Le jour où il y a eu cette fameuse marche silencieuse d'une quarantaine de milliers de personnes. Voilà, près de 50 000 personnes d'ailleurs qui ont défilé, donc pour véritablement faire acte de présence par rapport à cette histoire. Et puis c'est une question de mémoire, c'est quand même important. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Oui, elle sera très rapide. Je vous tout de suite. C'est juste pour ouvrir un champ historiographique. Il faut savoir que aux États-Unis, vous avez une loi qui a été votée par Jeremiah S. Black, qui interdisait aux Noirs de déposer des brevets, en disant que le brevet est un contrat officiel entre l'État et le citoyen. Compte tenu du fait que les Noirs ne sont pas citoyens, on ne peut pas leur accorder de brevet. C'est important, ça ouvre un nouveau champ, parce qu'on oublie tout simplement de signifier qu'il y a eu quand même un apport intellectuel et technologique qui a été fait par cette population, pas simplement la force de manœuvre. Alors ça, si vous le permettez, Jean-Philippe Omotunde, ça me donne envie de vous réinviter dans un autre contexte un jour pour parler de ça, parce que vous êtes aussi un des spécialistes de l'apport à la civilisation, disons en général, d'un certain nombre de savants, d'intellectuels d'origine donc africaine. Tout à fait. Alors, je rappelle un certain nombre de vos ouvrages, l'origine négro-africaine du savoir grec, les racines africaines de la civilisation européenne, là, le moins qu'on puisse dire, c'est que le titre annonce la couleur, tout à fait, sans mauvais jeu de mots, et la traite négrière européenne, vérité et mensonge, qui est votre dernier ouvrage, tout ça chez Ménébuc. Tout à fait, chez Ménébuc. Et puis il faut parler de votre site internet, donc. Voilà, qui est le site africamat.com. Voilà. Alors, je pense que vous ne m'en voudrez pas de rappeler l'ouvrage d'Olivier Pétré-Grenouillot, Les traites négrières, c'est chez Gallimard, et ça vient de reparaître en folio historique.